Alors bonsoir, moi c'est Lunar, L-U-N-A-R. Alors Lunar, ce n'est pas mon prénom, c'est le nom que j'ai choisi quand j'avais 10 ans, à l'époque pour aller sur un service Minitel. Bon, ce que je viens de vous faire là, c'est le début de la conférence gesticulée qui s'appelle Informatique ou Liberté, avec laquelle je tourne depuis 3 ans et qui parle donc d'informatique et de liberté. Alors c'est quoi une conférence gesticulée ? C'est une conférence, mais on emprunte aussi au code du théâtre pour l'écriture et la mise en scène. La conférence gesticulée, c'est surtout un outil qui vient de l'éducation populaire, politique. Une conf gesticulée, ça s'écrit en tressant des savoirs froids, ceux qu'on trouve dans les livres ou à l'université, avec des savoirs chauds, issus d'expériences de vie. Dans cette conférence, je parle donc de mon parcours, de celui d'une personne qui a touché son premier clavier à l'âge de 3 ans, programme depuis l'âge de 7, fait ses premiers pas sur Internet à 13 et gagne sa vie en tapant sur des claviers depuis 15 ans. Et je raconte aussi comment j'ai tenté de m'engager politiquement autour de ces outils et ce que j'ai pu comprendre de leurs conséquences sociales. Mais décoder les enjeux politiques du code, tout en donnant quelques pistes pour reprendre nos libertés, ça demande du temps. Et la version actuelle fait 2 heures. Alors malheureusement, ça ne rentrait pas dans le format des Utopiales. C'est que je suis un peu le premier étonné d'être devant vous ce soir. L'an dernier, ici aux Utopiales, je me suis retrouvé dans une discussion avec Mathieu Boutors d'un côté, organisateur de la conf Le Hack, et venu pour un atelier reprendre en main sa vie privée, et Roland Lehoucq, de l'autre, le président des Utopiales. Alors, je leur ai dit que j'étais surpris qu'on soit allé chercher quelqu'un de Paris pour un tel atelier, alors qu'à Nantes, il existe le collectif Café Vie Privée, Nantes, et le fournisseur d'accès Internet associatif FAI Maison, 2 collectifs qui en animent de similaires depuis longtemps. Et puis de fil en aiguille, Roland Lehoucq finit par me prendre une de mes vieilles cartes de visite. Et puis en recevant l'invitation il y a 2 mois, je me suis dit que si le créneau n'était pas assez long pour la conférence gesticulée, peut-être que ça pouvait quand même être l'occasion d'amener d'autres pratiques d'éducation populaire. Je dis « on » parce que je pratique ce genre d'animation et d'accompagnement avec Mélissa, avec qui nous formons le collectif La Dérivation. Et en fait, on voulait créer un moment pour réfléchir ensemble à la place qu'on aimerait donner aux ordinateurs dans nos vies. L'idée derrière, c'était que ce soit plutôt vous qui ayez l'occasion de parler plutôt que moi. Mais bon, comme souvent, l'éducation populaire, ils n'en ont pas voulu. Bon, je dis ça comme ça parce que c'est le titre d'une des toutes premières conférences gesticulées et je vous la recommande chaudement si vous voulez en savoir plus sur l'éducation populaire politique. Bon, pas d'éduc pop. Mais alors, pourquoi ne pas en profiter pour inviter quand même une camarade ? Et avec Célia Isoard, qui est aussi journaliste et traductrice, on se disait récemment qu'on avait de plus en plus l'impression de vivre dans un film de science-fiction et essayer de comprendre pourquoi ça semblait un bon sujet pour les Utopiales. Alors malheureusement, je suis tout seul, elle n'a pas pu venir, mais elle m'a quand même aidé à préparer la conférence. Alors l'impression de vivre dans un film de science-fiction, donc. C'est sûr que quand on voit des choses comme ça, ça va ? Vous ressentez quoi en voyant ça, vous ? Je m'étais aussi dit que ça pouvait être chouette d'inviter Célia parce qu'elle vient de finir une nouvelle traduction de 1984 de George Orwell. Et alors, je voudrais remercier Ariane Gélina de bien avoir voulu transporter ce livre depuis le Canada. Parce qu'en fait, le livre, il n'a pas le droit d'exister en France. Orwell, il est mort en janvier 1950. Donc au Canada, ses œuvres se sont élevées dans le domaine public au 1er janvier 2001. Mais en France, il va falloir attendre l'année suivante, le 70e anniversaire de sa mort. Donc en l'occurrence, le 1er janvier 2021. Ce qui veut dire que Gallimard garde l'exclusivité des droits de traduction jusqu'à cette date. Alors c'est bientôt, et c'est sûrement l'expiration prochaine de cette exclusivité, qui les a motivés l'an dernier à commander une nouvelle retraduction, réalisée, elle, par José Camoun. Alors Célia, qui donc travaillait sans autorisation de Gallimard, n'a découvert cette autre retraduction qu'1 mois après avoir terminé la sienne. L'idée était surtout de réparer les erreurs de la traduction originale, comme la proportion de prolétaires dans le monde, qui est donc de 85% et pas de 15%, comme imprimé dans la première traduction, et de corriger aussi quelques contresens et des phrases oubliées. Pour l'instant, cette traduction de Célia Isoard, qui a été publiée au Québec aux éditions de la Rue d'Orion, elle devrait sortir en 2021 chez Agon en France. En attendant,
Dans mes cercles militants, on avait cette formule qui revenait régulièrement. 1984 n'était pas censé être un mode d'emploi. 1984 n'était pas censé être un mode d'emploi, sauf que ça y ressemble de plus en plus. Dans le dos de Winston, le télécran continuait son mitraillage de commentaires sur la fonte et la production record du 9e plan triennal. Le télécran servait simultanément de récepteur et d'émetteur. Il enregistrait dès qu'on émettait un son plus élevé qu'un murmure très bas. Et tant qu'on se trouvait dans le champ de vision de la plaque de métal, on pouvait être à la fois écouté et regardé. Bien sûr, il n'y avait aucun moyen de savoir si on était observé à tel ou tel moment. Ce n'était pas censé être un mode d'emploi, ouais. Mais enfin, on a quasiment toutes dans nos poches des ordinateurs qui se comportent exactement pareil, qui peuvent nous enregistrer avec le micro ou la caméra, mais aussi connaître tous nos mouvements en utilisant le gyromètre et l'accéléromètre ou d'autres capteurs. Le seul moyen d'être sûr qu'ils ne le fassent pas, ce serait d'enlever la source d'énergie, parce qu'un ordinateur a besoin d'électricité pour faire ses calculs. Mais Apple et d'autres ont décidé de nous empêcher d'accéder facilement à la batterie. Pourtant, en 1984, dans une grandiloquente publicité télévisée, Apple nous avait promis que 1984 ne serait pas 1984. Mais alors, pourquoi on a l'impression que ça émeut si peu de gens, alors qu'on a le sentiment de vivre ce qu'étaient les pires dystopies? Bon, vous me direz, c'est normal. Blade Runner, c'est le présent maintenant. Il y a un truc qui me tracasse avec ce t-shirt quand même, parce que de loin, ce qu'on voit le plus, c'est surtout 1984 et mode d'emploi. C'est ça qu'on a des chances de retenir du coup. Le reste, finalement, c'est pas si important. Est-ce que de la même manière, la science-fiction n'aurait-elle pas servi à nous habituer au plus visible, tout en nous faisant perdre de vue le contexte? Et à quel moment le processus d'habituation n'est pas délibérément exploité pour nous présenter un futur inéluctable et nous le faire accepter comme indiscutable? Alors j'aurais sûrement pu disséquer Black Mirror, mais je me suis dit que ce serait plus intéressant de faire un détour de quelques années en arrière pour m'intéresser à l'adaptation cinématographique de la nouvelle de Philip K. Dick, Minority Report. Le film est sorti en 2002, réalisé par Steven Spielberg, avec le triste promoteur de la scientologie Tom Cruise dans le rôle principal de John Anderton. L'action du film est censée se passer en 2054, dans un monde où les technologies numériques sont omniprésentes. 17 ans après sa sortie, ça donne l'impression que c'était plutôt un plan de développement que de la fiction. On y voit de la vidéoconférence, des interfaces tactiles, une montre connectée, un appartement piloté par reconnaissance vocale, des voitures autonomes, du contrôle biométrique dans les espaces publics, des journaux qui se mettent à jour tout seuls, des photos truquées façon deepfake, des robots pour inspecter un immeuble, de la publicité ciblée et individualisée par reconnaissance biométrique, et, c'est le sujet explicite du film, une police qui arrête les personnes parce qu'on a prédit qu'elles allaient commettre un crime. Alors j'ai commencé à faire cet inventaire dans mon coin, mais en fait je me suis aperçu qu'il avait déjà été fait sur Wikipédia. Et alors, pour prendre un premier exemple, l'appartement d'Anderton, il se contrôle au moins en partie à la voix. Ça, c'est ce qu'on nous vend ces jours-ci sous le nom d'enceinte connectée, en fait. Et moi, j'ai l'impression que depuis mon enfance, la science-fiction me raconte qu'une telle technologie fera partie du futur. Minority Report n'est qu'un des nombreux films où ça existe. Et un de mes premiers souvenirs, ça vient de Retour vers le futur 2. Un film sorti en 89, donc j'avais 7 ans, où on voit Jennifer allumer chez elle en disant « Lumière ». Sauf que, à aucun moment en voyant ces dispositifs dans des films, je n'avais fait le lien. Pour pouvoir commander un ordinateur à la voix, il faut un micro pour enregistrer les commandes. Et pour que ça fonctionne sans effort supplémentaire, ça veut dire qu'il est nécessaire que ce micro soit allumé en permanence. L'idée d'un micro allumé en permanence, ça nous ramène plutôt du côté du télécran, non ? Dans la nouvelle traduction de Gallimard, José Camoun a fait des choix assez marqués pour la différencier de la précédente, comme de basculer le récit du passé vers le présent. Mais un des choix qui a été le plus controversé, c'est la décision de traduire Newspeak par néo-parler plutôt que de garder novlangue, comme dans la première traduction. Depuis 1950, le terme novlangue a fini par passer dans le langage courant pour désigner une forme bien spécifique de langue de bois. Ça crée sûrement un regard neuf, mais effacer le terme de cette nouvelle traduction coupe le lien entre ce concept politique et l'œuvre d'où il provient. Et on nous vend ces objets sous le nom d'enceintes connectées, alors qu'on devrait plutôt les appeler des micros connectés. On est en plein dans la novlangue, en fait.
Le choix des mots nous empêche de penser la fonction principale de l'objet, enregistrer en permanence les sons environnants, afin de les envoyer sur des ordinateurs, situés au loin pour être analysés par des systèmes de reconnaissance vocale, qui ensuite commanderont un ou plusieurs autres ordinateurs dans la pièce ou sur Internet. Ce qui est troublant avec Minority Report, c'est que Spielberg, par souci de réalisme, a réuni un groupe d'une quinzaine de chercheuses de divers domaines. Et elles ont bossé ensemble pendant 3 jours afin de produire une Bible des technologies de 2054. Dans une interview, le réalisateur expliquait ses motivations ainsi. Alors je traduis. « Je voulais que tous les jouets deviennent réalité. Je veux avoir un mode de transport qui ne met pas de toxines dans l'atmosphère et un journal qui se met à jour tout seul. » Un journal qui se met à jour tout seul. Est-ce qu'il faut reparler du boulot de Winston en 1984, qui était de réécrire les vieux journaux selon les envies du jour du gouvernement? Ou bien? Bon, allez, on pourrait plutôt parler d'Amazon. Vous voyez ce libraire qui permet à Jeff Bezos de s'enrichir de 2500 $ par seconde. Bon, mais qui ne fait bien sûr pas que dans la vente de livres. L'entreprise vend aussi des ordinateurs spécialisés dans la lecture de livres numériques sous la marque Kindle. Et alors, il y a 10 ans, en 2009, des personnes qui avaient acheté une copie numérique du livre 1984 ont vu le livre purement et simplement disparaître de leur Kindle du jour au lendemain. Amazon a considéré que l'éditeur qui avait mis en ligne le fichier l'avait fait sans obtenir les droits de diffusion. Le libraire a donc, à travers Internet, commandé au Kindle de supprimer les fichiers contenant le livre. Alors, les acheteurs heureuses ont réagi par un procès qui a été clos à l'amiable, et depuis, Amazon a dit qu'il ne le ferait plus. Mais rien ne nous prouve que la fonction d'effacement à distance n'est pas toujours présente dans le logiciel. Alors, l'autre jour, je discutais avec mes parents de mon intervention de ce soir. On aime bien discuter avec mes parents, même si je crois que parfois, ils me trouvent un peu trop radical. Donc, je leur parlais de cette histoire de science-fiction comme vecteur d'acceptabilité sociale. Et là, mon père me lance « Mais alors, avec Soleil Vert, c'est quoi qu'on est censé nous faire accepter ?» Ok, bonne question. En fait, il y a bien un truc qui m'a marqué dans le film, mais ce n'est pas la fin. C'est une histoire de meubles. Silent Green, un titre en français, donc Soleil Vert, est un film de 1973 qui décrit un New York en 2022 surpeuplé, où seules les élites ont accès à de l'eau propre et de la nourriture naturelle. Le film montre que les élites ont également accès à autre chose, des meubles. Dans une dimension profondément misogyne et sexiste, les appartements des riches sont pourvus de femmes, désignées comme furnitures, qui sont tout bonnement esclaves des locataires. Alors on peut se dire que c'est tellement gros que forcément ça provoquera une réaction chez les spectatrices, sauf qu'avec les années, mes parents avaient complètement oublié cet aspect du film. Peut-être parce que le film ne pose pas réellement de critique sur cet état de fait. C'est un élément périphérique de l'univers, et l'état des choses est strictement le même au début et à la fin. Cette absence d'évolution me semble au contraire avoir pour effet de renforcer les stéréotypes de genre et de contribuer aux représentations patriarcales du rôle des femmes. Quelque part, est-ce que cet extrême qui est montré dans le film n'a pas pour effet de rendre plus acceptables des formes moins évidentes de domination patriarcale? Ouais, tu gagnes moins à travail égal, mais regarde, tu devrais te considérer chanceuse de ne pas être un meuble, pourrait nous dire un Jean-Michel misogyne. Personnellement, j'ai beaucoup appris sur ces enjeux en regardant la série de vidéos Tropes Against Women de Anita Sarkeesian de l'association Feminist Frequency, où elle explique comment des œuvres qui peuvent paraître critiques peuvent en fait renforcer les stéréotypes. D'ailleurs, en cherchant sur YouTube des images du film, je suis tombé sur une vidéo qui compilait toutes les séquences de Soleil Vert où les femmes sont désignées sous le nom de meubles, suivi de 10 bonnes minutes de monologues masculinistes d'un homme qui, d'un ton parfaitement sérieux, répète que le film montre enfin des femmes à leur juste place. No shit. Alors on va s'épargner ça, je vous laisserai faire la recherche si vous avez envie de faire du mal. La publicité ciblée, individualisée et hyper intrusive de Minority Report relève également du décor. Elle existe tout au long du film et n'étonne pas spécialement les personnages. Pour la crédibilité de l'univers, le film utilise des marques de notre époque, ce qui permet surtout à ces marques de faire leur publicité pendant le film et nous envoyer le message qu'elles existeront toujours en 2054. Entre-temps, on s'est habitué à recevoir de la publicité un peu plus circonscrite, mais pas moins intrusive, chaque jour qu'on utilise Internet. Alors oui, ça devient moins pénible avec un bloqueur de publicité dans son navigateur, mais pour l'instant, il n'existe pas de bloqueur pour les piétons. Alors que la publicité ciblée, elle,
elle débarque dans nos rues. Bah oui, Minority Report au pied de la lettre, quoi. C'est l'entreprise Posterscope que j'ai trouvée, qui se vante d'installer des panneaux de pub interactifs, capables, d'après leur promo, de reconnaître via la caméra qui filme la rue, l'âge, le genre, l'expression, l'impact. Et bien qu'ils prétendent le faire de façon anonyme, le système semble aussi capable de reconnaître une personne qui passerait une seconde fois devant la caméra. Bah quoi, ça a l'air marrant, non? En vrai, dans Minority Report, la publicité ciblée n'est pas tout à fait du décor. C'est un élément dramatique, car à ce moment-là du film, Anderton est en fuite. Alors des publicités ciblées qui le repèrent et l'appellent par son nom, c'est un peu beaucoup l'angoisse. Oui, mais du coup, tu vois bien que c'est pas grave, ce genre de panneau de pub. Moi, je m'en fiche d'être repéré, j'ai rien à me reprocher. Pourrait donc nous répondre un Jean-Michel Droit-Chemin. Alors, Jean-Michel Droit-Chemin, j'ai envie de te dire que tu as beau penser ce que tu veux, c'est pas toi qui décides si l'État a des trucs à te reprocher, en fait. Parce qu'au cœur de Minority Report, il y a cette idée du pre-crime, qu'il serait donc possible de prédire où et quand aura lieu un crime. Dans le film, ça se fait grâce à des êtres humains capables de voir l'avenir, qu'on appelle les precogs. En 2019, nous, là, maintenant, là, le paranormal, c'est un peu moins à la mode. Par contre, on a des entreprises qui se vantent de pouvoir faire la même chose en utilisant des ordinateurs. Et il y a des forces de police pour acheter leurs services. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur comment les mathématiques utilisées pour ce genre de calcul exacerbent les inégalités. Et c'est précisément le sujet du livre Weapons of Math Destruction de Cathy O'Neill, dont la traduction française est parue l'an dernier aux éditions Les Arènes, Algorithme, la bombe à retardement. Mais je voulais surtout m'arrêter sur la mythologie qui entoure ce champ de recherche et développement. Il y a 2 ans, Becky Chambers recevait ici le prix Julia Verlanger pour L'espace d'un an et Libération. 2 livres que j'ai adorés. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte d'aller dévorer le 3e qui vient de sortir et la traduction de Marie Surgé. Et ces bouquins sont passés vraiment dans des références pour moi et je recommande souvent L'espace d'un an. En général, je dis ça. De loin, ça ressemble à un space opéra, mais en vrai, c'est un livre sur ce que c'est de vivre en collectif avec des personnes que tu as plus ou moins choisies. J'ai simplement pleuré en refermant la dernière page, parce que je savais que ces personnages qui m'avaient beaucoup touché, ils allaient me manquer. Bon, j'ai adoré, mais ça ne m'empêche pas d'avoir trouvé gênante la place des IA, des intelligences artificielles dans le livre. Parce que le terme intelligence artificielle, à la base, il désigne les maths qui veulent simuler des mécanismes d'apprentissage. Et souvent dans la SF, il est utilisé pour désigner toute autre chose, une entité autonome qui serait capable, certes, d'apprendre, mais qui aurait également des émotions, une volonté et une conscience. Et ça me gêne que le livre participe à normaliser cette idée, à nous habituer que oui, bientôt, on pourra dire que des ordinateurs pensent, ressentent et veulent. Ça me gêne parce qu'on dit déjà trop souvent des choses comme « Ah, mon téléphone, il n'est pas content, là ». Pourtant, un ordinateur, c'est une machine purement déterministe. Une fois programmé, il exécute ses calculs de la même manière. Un ordinateur n'est jamais de mauvaise humeur, même si un bug ou des interactions difficiles à prévoir entre plusieurs logiciels peuvent nous en donner l'impression. Ça me gêne parce que les algorithmes apprenants nécessitent énormément de données avant d'être utiles, que le choix de ces données est très important. Vu que tout biais dans ces données conduit à biaiser les réponses, ces systèmes ont souvent tendance à reproduire les inégalités et discriminations sociales. On se pose rarement la question des critères de sélection de ces données d'apprentissage, et elles sont souvent définies par une majorité d'hommes cisgenres blancs vivant en Californie. Mais on se demande encore moins souvent comment elles sont collectées, alors que ce boulot est surtout fait par des travailleurs et travailleuses isolés, précarisés et payés une misère. Alors pour un résumé de ces enjeux, je vous conseille la 2e partie de l'enquête Cache Investigation diffusée initialement le 24 septembre 2019. Ça me gêne parce que même si c'était techniquement possible, est-ce que vraiment ce serait souhaitable pour l'humanité, avec la crise climatique et la pénurie d'énergie qui s'annonce, de créer de nouveaux êtres artificiels? Est-ce que vraiment l'humanité aurait à gagner de créer des êtres capables de souffrance pour les rendre immédiatement esclaves? Les livres de Becky Chambers me font ressentir de l'empathie envers ces êtres potentiels, et c'est ce qui me permet de penser à une potentielle souffrance. Mais un programme n'existe pas simplement parce qu'on en a envie. Cette idée qu'une IA vivante émergerait toute seule un jour me semble une idée dangereuse car déresponsabilisante. Pour qu'un programme existe, il faut qu'un ou plusieurs êtres humains le codent. Et chaque ligne de code est une décision et une responsabilité. Pour chaque ligne de code, il est possible de décider de l'écrire différemment ou de ne pas l'écrire du tout.
Alors en France, on a bien une institution qui devrait demander plus souvent des comptes, non, aux gens qui écrivent du code. La Commission nationale informatique et liberté, ça vous dit un truc? On abrège souvent, on dit CNIL. Et en fait, une des premières fois qu'on s'est vu avec Célia, c'était à Paris, en décembre 2007. On visitait justement les locaux de la CNIL. Enfin on visitait. Disons qu'on n'avait pas vraiment été invités. Et en fait, on était plutôt rentrés à une centaine en scandant « La CNIL, c'est nul! La CNIL, c'est nul! La CNIL, c'est nul !» Bon, on n'avait pas le meilleur slogan, mais on avait un super tract pour justifier l'action, en fait. Dedans, on racontait comment la CNIL avait été créée en 1978 après l'échec du projet Safari. Un projet du gouvernement de créer un fichier monstre pour regrouper tous les fichiers administratifs autour du numéro de sécu. À l'époque, comme le gouvernement n'avait pas encore d'équipe marketing, il avait décidé de baptiser le projet Safari pour « Système automatisé des fichiers administratifs et du répertoire des individus ». Alors, appeler un fichier Safari 30 ans après la Shoah, où des proto-ordinateurs ont aidé à tuer des millions de juifs, tziganes, homosexuels, communistes et autres ennemis du pouvoir, ça a été moyennement apprécié. Je dis proto-ordinateur parce que c'était un système basé sur des cartes perforées, comme dans la nouvelle originale de Minority Report de Philippe Cadic, un outil du coup que le film a transposé en ordinateur, capable d'enregistrer et de lire des vidéos. Alors pour revenir à la CNIL, après les réactions au projet Safari et pas mal de débats, est votée en 1978 donc la loi Informatique et Liberté qui institue la Commission nationale Informatique et Liberté chargée de la faire respecter. Bon, mais en 2017, le constat qu'on tire quand on fait cette action, c'est qu'elle n'a servi quasiment à rien pour les libertés. Que 30 ans après sa création, il existe toujours plus de fichiers privés au public, que la CNIL a laissé passer les portables, les puces RFID, l'extension sans fin du fichier les empreintes ADN et tant d'autres atteintes aux libertés. Alors, vu que visiblement elle ne sert à rien, nous l'occupions pour la déclarer dissoute, symboliquement. Bon, en fait, concrètement, c'est surtout l'action qui a fini par être dissoute par les CRS. Et moi, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai hérité de ma fiche S chez les renseignements intérieurs. Donc en faisant une action contre le fichage. Hein. Ouais. Bon, alors peut-être on pourrait revenir à Minority Report. Alors, le film nous montre un monde consumériste, rempli de magasins et d'objets manufacturés. Mais ces objets, d'où viennent-ils? Comment sont-ils fabriqués? Dans le film, il reste même des espaces peu artificialisés. Mais pour autant, on en apprend assez peu sur les processus d'extraction, de recyclage ou de production. Et puis, vu qu'il y a des voitures autonomes, est-ce qu'il y a des camions autonomes pour sillonner les routes en permanence? Bon bref, on peut trouver quelques réponses à ces enjeux de production avec une scène qui se passe dans une usine de voitures. Mais en fait, ce truc bizarre, c'est qu'à part Anderton et ses poursuivants, il n'y a absolument aucun être humain dans cette usine. Aucun. Pourtant, selon l'INSEE, en 2017 en France, on a encore entre 5 et 6 millions d'ouvrières et d'ouvriers. Mais le truc, c'est qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'elles sont invisibles dans les médias et aussi, du coup, dans Minority Report. Pourtant, toutes ces technologies de science-fiction, qui ne sont plus de la science-fiction, il faut bien des matières premières et du travail pour les fabriquer. En 2015, Célia Isoard avait coordonné et participé à la traduction du livre « La machine est ton seigneur et ton maître », qui raconte de l'intérieur le quotidien des travailleuses de Foxconn, une énorme entreprise basée en Chine, mais dont la plupart d'entre nous profitent de l'activité, vu que la plupart des téléphones tactiles sont au moins en partie fabriqués dans une usine de Foxconn. Alors le livre est glaçant et raconte le parcours de ces émigrés des campagnes chinoises qui se retrouvent à vivre accolés à l'usine et dont on change constamment les dortoirs, que l'on empêche ainsi d'établir des liens affectifs et bien sûr de solidarité. Des travailleuses qu'on met de plus en plus souvent en compétition avec des robots, une compétition truquée, car l'adversaire, lui, n'a jamais besoin de repos. Mais une compétition bien utile pour tout exiger des humains maintenus dans la précarité et la dépendance économique. Alors, beaucoup d'œuvres de science-fiction s'interrogent sur comment l'existence d'une technologie change le monde, mais moins nombreuses sont les œuvres qui questionnent les conditions d'existence d'une technologie. Pour autant, c'est essentiel si on veut voir le tableau au complet. Pour qu'une technologie existe, il faut une organisation sociale capable de la produire. Ces ordinateurs bien pratiques qu'on balade dans nos poches, ils existent parce que des gens ont des vies horribles chez Foxconn et qu'on accepte que ce sera aux enfants de nos enfants de nos enfants de se débrouiller pour vivre dans un environnement pollué et hostile. Et l'actualité nous l'a tristement rappelé ces dernières semaines
avec l'incendie fin septembre à Rouen de l'usine Lubrizol. C'est d'ailleurs pour aller enquêter avec la revue Z sur les conséquences de cette catastrophe technologique que Célia Isoard a dû annuler sa participation aux Utopiales. Et pourtant, il y a des lois faites pour protéger l'environnement et les gens. Non ? Et il y a les gens, que ce soit des gens sédentaires ou du voyage, d'ailleurs. Les lois Céveso, ce genre de trucs. Dans une tribune publiée par Le Monde ce 1er octobre, l'historien Thomas Leroux est revenu sur les étapes de la régulation des risques industriels en France. Les réformes ultérieures de la loi, en 1917 et 1976 en France, y compris celle de Céveso, n'y changent rien. C'est aux populations de s'acclimater à l'industrie, son cortège de risques et de pollution. Cela au nom de l'utilité publique, l'industrialisation étant assimilée au bien général. Je répète, c'est aux populations de s'acclimater à l'informatique, son cortège de risques et de pollution, cela au nom de l'utilité publique, la numérisation étant assimilée au bien général. Quand on lit dans la presse que la CNIL serait le gendarme des données, ça diffuse une idée fausse sur sa mission. En substance, accompagner les professionnels dans leur mise en conformité et aider les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. La CNIL n'est pas là pour protéger le public, mais bien pour permettre le développement économique dans les limites de ce qui est tolérable par le public. La morale, c'est que si notre fournisseur de mail nous espionne ou qu'on consomme des légumes pollués, c'est bien notre faute. On aurait dû mieux se renseigner, en fait, comme si la pollution, nous en étions les premiers responsables. Pour autant, on laisse l'État et les entreprises amasser une masse colossale de données nous concernant, les centraliser, les manipuler et les revendre. La base de la communication par ordinateur, c'est la copie. Une information qui circule sur Internet, il est plus juste de considérer qu'elle ne se déplace pas, mais plutôt qu'elle se multiplie. Donc c'est très difficile, une fois que les données sont dans la nature, de les supprimer. Vu que pas un mois ne passe sans qu'on apprenne une nouvelle fuite de données massive chez un géant de la technologie, il faut considérer ces données comme des produits hautement volatiles. Et même si l'impact d'une fuite est moins visible que celle d'hydrocarbures, les données restent un produit dangereux. Parce qu'une fois agrégées, ces données dressent des profils parfaits pour manipuler nos émotions. En nous balançant pile la bonne information, vraie ou fausse, on s'en fout, il est possible de nous faire réagir tout bien comme il faut, ou au moins de travailler le corps électoral, comme l'a fait l'entreprise Cambridge Analytica pour le Brexit et l'élection de Trump. En parlant de trucs dangereux, j'ai failli oublier un dernier aspect de Minority Report, les armes. C'est que, histoire de ne pas interférer avec les visions du futur du precogs, qui du coup ont des visions de meurtre, les flics ne peuvent pas utiliser d'armes qui tuent des gens, ça ne marcherait pas. Donc il n'y a que des armes incapacitantes ou non létales, ils disent. Et alors à l'époque où j'ai rencontré Célia pour la première fois, moi j'habitais à Dijon, à l'espace autogéré des Tanneries, un squat légalisé. Et en tant que geek et anarchiste, j'étais très fier d'habiter à un endroit où on pouvait lire sur la façade APTGET installe anarchisme. Les geeks comprendront. Et là-bas, en fait, quand j'habitais, au moment de la lutte contre le contrat première embauche en 2006, j'ai pu rencontrer un jeune lycéen super motivé qui s'appelait Robin. Bon, 2 ans plus tard, moi j'ai quitté Dijon et ça fait un bail que j'avais oublié Robin en fait. Et 10 ans après, en fait, je le reconnais en photo dans un article de Reporter. Et il s'est fait arracher une partie du pied lors d'une manif par une grenade soi-disant de désencerclement. Un usage proportionné de la force, d'après les flics de Minority Report. Du ministre de l'Intérieur. Il y a un an, David Dufresne, il lançait une opération qui s'appelait Allo Place Beauvau pour documenter la généralisation des violences policières en France. Et ces armes soi-disant non létales, elles ont fait plusieurs centaines de blessés graves et ont tué 2 personnes non létales, qui disaient. Alors pour les Nantais, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à Pollen mercredi qui vient, là, 19h30, et David Dufresne sera là pour une soirée débat. Et tout à l'heure, quand je disais qu'on laissait un avenir pollué aux enfants de nos enfants, j'ai manqué de précision en fait. J'aurais dû dire aux enfants de nos enfants, 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 et aux 795 générations suivantes. Et celles et ceux-là, elles auront encore la moitié du stock de plutonium-239 sur les bras. Parce qu'en fait, quand il a été blessé, Robin, il manifestait à Bure contre CIGEO, le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Un projet piloté par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. L'ANDRA qui s'invite dans ce festival des Utopiales avec une affiche qu'on est plusieurs à avoir lue comme nous disant qu'une fois qu'on aura enfui les déchets nucléaires dans des grottes, il faudra des flics pour tirer dans le dos de meufs en sweat à capuche qui voudraient mettre la main sur les déchets, quoi. Mais what the fuck, quoi? What the fuck? En fait,
C'est pas que la problématique soit pas cruciale, mais un atelier sponsorisé par le Commissariat à l'énergie atomique ou l'ANDRA, à quoi pourrait-il servir d'autre qu'à légitimer et à nous faire accepter la suite des projets des nucléocrates? Ceux-là même qui ont décidé que le déchet serait irrémédiablement nos déchets, comme disait l'affiche. Nucléocrates parce qu'ils ont bien décidé seuls d'inscrire dans le futur de l'humanité les conséquences du nucléaire, et cela pour chacune et chacun d'entre nous. Alors que ce festival soit en plus fier de participer à une telle entreprise, je pense que c'est un problème. Bon, ça fait du bien de le dire. L'adaptation au cinéma de Minority Report, elle trahit par de nombreux aspects la nouvelle de Philippe Cadic. Le film rend en grande partie cool un projet de société horrible en y mettant toute une collection de gadgets séduisants. Et pour une histoire qui traite du libre arbitre, s'en servir comme plateforme publicitaire pour une dizaine de marques, ça pique. Une corruption à 25 millions de dollars sur ce coup-là. Et alors moi, je voulais savoir aussi à combien il s'élève le chèque de l'ANDRA, quoi. Parce que visiblement, pas assez pour payer les autoristes qui participeraient quand même au concours. Hein. Et ce qui m'ennuie le plus dans cette histoire, c'est ne pas avoir vu plus de réactions en fait, avant à ce concours, en ligne ou quoi. Et je me demande, est-ce qu'on aurait fini par s'habituer à ce que la science-fiction soit dévoyée pour nous habituer au pire? Bon, mais si je suis aussi dur, c'est que ça me touche beaucoup de voir ça. Parce qu'il faut que je vous avoue un truc, j'ai jamais lu Marx. En fait, une bonne partie de ma formation politique, celle qui me permet de faire cette analyse aujourd'hui, j'ai l'impression de la devoir à mes lectures de George Orwell, d'Aldous Huxley, d'Ursula Le Guin, de Greg Egan, de Lois Lowry, de John Christopher, d'Isaac Asimov, de Frank Herbert, d'Heyerdahl, de Robert Silverberg, de Christian Rochefort, de Norman Spinrad, de Masamune Shirow, de Johanna Russ, de Roger Zelazny, de Franz Kafka, d'Elisabeth von Harbour, de Neil Stephenson, de Terry Pratchett, ou encore de Luc Plamondon et Michel Berger. Parce que si, je vous jure, Starmania, c'est de la science-fiction. C'est toutes ces œuvres de l'imaginaire qui m'ont forcé à rencontrer des mondes différents, à m'imaginer, à les habiter, et qui m'ont permis de me demander ce qui me faisait envie, en fait. Ce qui me semblait être juste, où pouvait se trouver l'égalité, et comment articuler les libertés individuelles et collectives. Bref, quand j'ai lu Les Dépossédés à 20 ans, c'est comme si j'avais enfin trouvé ce que j'avais cherché toute mon adolescence en lisant de la science-fiction. Et je n'ai pas lu Kropotkin non plus. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir compris beaucoup de sa pensée en parcourant avec Thirin, Tagver et Chévec les terres d'Anarès, en m'imaginant y vivre avec elle, à partager les joies et les difficultés du quotidien. Parce qu'en définitive, c'est dans le quotidien que se matérialisent les plus abstraits des concepts politiques. Et c'est la force des littératures de l'imaginaire que de nous emmener visiter d'autres réalités par le biais des personnages qui les vivent au jour le jour. Dans cette époque curieuse où des ordinateurs choisissent plus souvent que nous les informations qui nous parviennent, notre appréhension du quotidien est de moins en moins collective. Nous recevons des informations de plus en plus individualisées, nous isolant les unes des autres dans des perceptions du monde parfois parfaitement incompatibles. Alors dans ce contexte, Célia, qui est bien plus impliquée que moi dans des mobilisations, m'expliquait l'importance de pouvoir convoquer des récits de fiction, parce que quand on lutte contre l'extension de la biométrie, des projets de vidéosurveillance ou de police prédictive, avoir la possibilité de mobiliser des œuvres de fiction pour illustrer les enjeux est précieux. En fait, il ne peut pas y avoir de démocratie sans une réalité commune. Et ça paraît contre-intuitif de recréer une réalité commune par des œuvres de fiction, mais c'est entre autres par ces récits qu'on arrive à trouver un référentiel partagé autour duquel il redevient possible de discuter. Et nombreuses sont les œuvres de science-fiction à nous répéter que ça ira de pire en pire. Et on s'habitue à cette idée d'un avenir toujours plus sombre. Mais le rôle d'avertissement, il existe toujours et il fonctionne au moins en partie. Sous cette vidéo de Boston Dynamics que je vous ai montrée tout à l'heure, nombreux sont les commentaires qui font référence à Terminator. Un monde où un système informatisé de défense, mis en réseau et capable de contrôler des robots à l'apparence humaine, décide de se débarrasser de l'humanité avec des armes nucléaires. Bon, mais si en voyant la vidéo de Boston Dynamics, on est nombreuses à penser à Terminator, qu'on est nombreuses à faire le lien avec la fin de l'humanité, pourquoi est-ce que Boston Dynamics, ça ne fait pas plus de bruit, qu'il n'y a pas plus de débat public, en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des manifs tous les jours à Waltham, Massachusetts, devant les bureaux de Boston Dynamics? Le premier film Terminator, celui de 1984, décidément, c'était l'histoire d'humains qui entraient en résistance. Mais Kyle Reese et Sarah Connor, ils se battaient seuls contre le Terminator avec des voitures volées et des bombes artisanales.
Peut-être qu'en plus d'inventer sans cesse comment de nouveaux dispositifs techniques pourraient nous pourrir la vie, la science-fiction pourrait nous aider à penser des outils pour mieux résister. Heureusement, on a déjà quelques exemples. Dans le roman Little Brother de Cory Doctorow, qui est paru en 2008, il parlait d'un système d'exploitation baptisé Paranoid Linux. J'avais une préférence pour Paranoid Xbox, la version de Paranoid Linux. Ce dernier s'adresse à un utilisateur persécuté par son gouvernement. À l'origine, il a été conçu pour les dissidents chinois et syriens et vise avant tout à masquer ses communications et ses documents. Parce qu'en fait, là aussi, la réalité peut parfois rejoindre la fiction. Le système d'exploitation Tails, que l'on installe sur une clé USB et qui fonctionne sur quasiment tous les ordinateurs, permet d'obtenir un environnement de travail qui garantit le minimum de traces à la fois sur l'ordinateur et sur Internet. Et en fait, c'est le système qu'a utilisé le lanceur d'alerte Edward Snowden pour exposer les capacités des outils de surveillance électronique développés par la NSA et d'autres agences de renseignement. C'est Tails qui lui a permis, entre autres, d'échapper à ces mêmes outils de surveillance, le temps de préparer les documents à transmettre aux journalistes et de communiquer ensuite avec elle. D'ailleurs, si vous allez voir le film Citizen4 de Laura Poitras à 21h15 ce soir, il y a quelques images où on peut reconnaître la couleur bleue du fond d'écran, comme celle-ci, ou le look de la ligne de commande. Et puis, il y a ce truc, quoi. Un an après ce qu'on a appelé donc les révélations Snowden, Cory Doctorow, l'auteur de Little Brother, il a lui-même reconnu que Tails ressemblait tout à fait au Paranoid Linux de sa fiction. Un des objectifs d'une conférence gesticulée, c'est de redonner du pouvoir d'agir face à des situations d'injustice sociale. Et alors, à la fin d'Informatico-Liberté, je donne des pistes comme monter ou rejoindre des associations ou des coopératives qui fabriquent des bouts d'Internet à l'échelle locale. 2, de créer des associations pour que le financement de la production d'outils numériques se fasse directement par celles et ceux qui s'en servent. 3, encourager le développement de logiciels émancipateurs, non seulement librement utilisables, étudiables, copiables et modifiables, mais également soucieux de l'indépendance et de l'autonomie des personnes qui les utilisent ou qui les subissent. Et puis 4, s'organiser politiquement pour lutter contre les projets mortifères des États, des entreprises et leurs alliances de circonstances. Mais souvent, après la conf, j'ai une ou deux personnes qui viennent me dire qu'elles n'utilisent plus que le système Tails pour leur communication, ou qu'elles essayent d'utiliser le plus possible de logiciels libres. Et alors, utiliser des outils numériques libres, c'est super, hein, mais au fond, ce que j'essaye d'expliquer dans la conf, c'est qu'il me semble que face à des enjeux collectifs, l'échelle individuelle, elle ne suffit pas, qu'il nous faut des réponses collectives. Parce qu'en fait, c'est un peu comme cultiver son potager. C'est chouette d'avoir un potager, d'avoir de bons légumes pour ses casseroles ou celles des copains-copines. Et puis, c'est des savoir-faire qu'il est important de collecter et de transmettre. Mais qu'on cultive son potager, Monsanto, il s'en tape. En fait, cultiver son potager, ça n'empêche en rien les plans de Monsanto de privatisation du vivant, de pollution massive et d'attaque contre la souveraineté alimentaire pour faire toujours plus de profit. Et utiliser Linux ou les outils de Framasoft, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui nous débarrassera des GAFAM et tous les autres en fait, qui veulent nous priver de notre souveraineté technologique. Et ça ne me semble pas acceptable de penser que parce qu'on a sauvé sa pomme, on n'a pas à se préoccuper des 2,5 milliards de personnes dont les informations et les communications sont contrôlées par Facebook. Alors c'est moins visuel, c'est 2,5 milliards que les robots de Boston Dynamics, mais moi je ne trouve pas ça moins flippant en fait. Ne laissons pas à Minority Report le soin de nous habituer à un monde où la biométrie est partout et où la seule solution pour échapper temporairement à la surveillance, c'est de se faire greffer des nouveaux yeux. C'est pas normal et ça ne doit pas devenir normal. Quant à Nice, le conseil régional veut installer de la reconnaissance faciale pour contrôler l'entrée des lycées. C'est pas normal et ça ne doit pas devenir normal. Quand le gouvernement français veut assujettir l'identification en ligne à une application mobile et de la reconnaissance faciale, c'est pas normal et ça ne doit pas devenir normal. Et le monde, il a beau être stone, on ne va pas s'allonger sur l'asphalte et se laisser mourir, quoi. Parce que contre toutes ces attaques envers nos libertés et les injustices qui vont avec, il va falloir s'organiser, on va le faire, on va y arriver, quoi. Et ça peut être en rejoignant la campagne Technopolis, qui vise à documenter et agir contre tous les projets de Smart City qui émergent du coup un peu partout.
Et documenter, construire un rapport de force et empêcher qu'il se réalise, si possible en créant un précédent tel qu'ils seront derrière nous pour un moment. Alors, sur ce site et dans la campagne, il y a déjà des gens qui se mobilisent sur Marseille, Nice, Toulouse, Saint-Étienne ou encore Paris, à Caen, Nantes. Et je dis ça, hein, mais si vous me répondez « oui, bah, ça veut dire quoi concrètement, on fait quoi ?» La suite de la discussion, elle va peut-être être un peu difficile, parce qu'on a tellement peu de représentation de lutte qu'on est loin de l'époque des grandes grèves et qu'on manque d'imaginaire commun. 120 battements par minute, c'est un film fabuleux, si vous ne l'avez pas vu, je recommande. Et en fait, il est remarquable, notamment dans la façon dont il montre à quoi pouvaient ressembler les actions d'Act Up Paris contre l'épidémie du VIH. Et aussi le quotidien militant, jusqu'aux AG hebdomadaires. Mais même s'il y a tant d'autres luttes passées qui mériteraient d'être racontées, les littératures de l'imaginaire, elles n'ont pas besoin d'attendre l'histoire pour nous en conter davantage et nous donner des représentations de comment on s'organise, des difficultés, des joies, de la complexité de fabriquer des stratégies, de comment chacune peut y trouver sa place, même quand on n'est pas en état de super prouesse physique, en fait, de comment on organise aussi la bouffe, le soutien contre la répression, et puis, sans rire, les chiottes. Et parce qu'au-delà de ce manque de représentation de lutte, on manque de perspective politique. Dit autrement, ça ressemblerait à quoi une fois qu'on aurait gagné? C'est pour s'essayer à cet exercice qu'on a commencé à se retrouver en 2011 avec deux amis, So et Aude, en partant de l'hypothèse que les révoltes qui avaient lieu à ce moment-là, et que les médias ont fini par appeler le printemps arabe, gagnaient en intensité, donc que ces révoltes gagnaient en intensité et se répandaient partout sur la planète. On a voulu imaginer ce que ce serait le quotidien, du coup, 10 ans plus tard, une fois que ça se serait stabilisé. On a voulu imaginer un monde où nous aurions envie d'habiter, un monde où nous aurions toutes des vies dignes d'être vécues. Et alors, on s'est retrouvés quelques week-ends par an pendant 7 ans. Et au fil de ces séances d'écriture collective, ça a fini par donner les 7 nouvelles et la postface du livre Bâtir aussi, signé des ateliers de l'Antémonde et qui est sorti l'an dernier dans la collection sorcière des éditions Cambourakis. Lors de l'occupation de la CNIL, des camarades avaient accroché sur la façade cette banderole qui disait « Informatique ou liberté, il faut choisir ». Bon, déjà à l'époque, et encore maintenant, c'est un choix qui ne me semble pas faire beaucoup de sens. Parce que là, tout de suite, l'informatique, elle est là, qu'elle s'est invitée dans nos vies et qu'elle est maintenant bien tressée dans le tissu social. Souvent contre nous, mais pas que. Parce que la mise en réseau des opprimés à large échelle, le renouveau des points de vue, la multiplication des contre-analyses, les pratiques de formation, d'auto-organisation et de transmission de pair à pair, ça fait bouger des lignes. Que ce soit dans le quotidien, quand on voit la diffusion du concept de charge mentale, l'éducation au consentement, la campagne contre les féminicides ou la documentation du racisme systémique et de ses conséquences quotidiennes. Ça donne aussi des mises en lien beaucoup plus spectaculaires, comme ce qui se passe en ce moment au Liban, au Chili ou depuis un an par ici avec les Gilets jaunes. J'ai grandi en entendant que le capitalisme était la seule perspective possible. C'était les années 80-90. Et aujourd'hui, je suis surpris de voir tant de critiques à son encontre, tant de personnes avoir envie d'autres futurs. Alors peut-être qu'un jour, pour garantir nos libertés, il faudra démanteler tous les systèmes informatiques. Ou peut-être qu'on décidera de leur usage à une échelle beaucoup plus locale. Ou peut-être encore qu'on gardera un réseau de communication électronique global, mais qui ne fonctionnerait que quelques heures par jour, quand les vents seraient favorables. Aucune technologie n'est inéluctable. Le discours qui veut nous faire penser le contraire est à déconstruire. Et que ce soit dans la bouche des premiers ministres ou dans nos livres préférés. Parce qu'il n'y a pas une seule trajectoire technologique et qu'on ne peut pas laisser le profit définir pour nous ce que veut dire le mot progrès. Il est essentiel de renouveler notre rapport aux questions techniques. Et c'était ça, en fait, l'autre moteur de l'écriture de Bâtir aussi. Si on se débarrassait du capitalisme et des États, quelles conséquences cela aurait sur le quotidien? Que va-t-on faire des technologies et des savoirs que nous aurait laissé le monde d'avant? Quelle technologie développerait un monde qui ne serait pas organisé sur l'exploitation et la domination? Et comment est-ce qu'on s'organise pour continuer à avoir des lave-linges, en fait? Alors, on a tenté d'apporter des morceaux de réponse dans les nouvelles, mais on s'est surtout dit que c'était des questions trop importantes pour y répondre seul. Cette pratique qu'on a eue pendant cette année de se projeter dans des futurs désirables et d'en imaginer le quotidien, ça nous a donné du souffle et beaucoup d'énergie pour poursuivre nos luttes.
En fait, ça nous a fait tellement de bien qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas garder ça pour nous. Alors on a réfléchi à une forme d'atelier d'imaginaire, où pendant 2h30 ou 4 heures, on élabore ensemble, par des discussions, des futurs désirables. Et un an et demi plus tard, on en a déjà animé 86, où se sont retrouvés chaque fois entre 50 à 70 personnes. Et face à un présent angoissant et un horizon nourri par l'avalanche de dystopie, on a le sentiment d'avoir redonné à plus de 1300 personnes un peu plus d'espoir. Et dans les prochains mois, on va d'ailleurs rejoindre Célia Isoard et l'équipe de la revue Z à Rouen pour de nouveaux ateliers où nous pourrons imaginer ce que donnerait concrètement la réalisation du slogan « Fermer Lubrizol ». Fin septembre, j'ai eu la chance d'aller voir un concert d'Amanda Palmer, une musicienne et performeuse fabuleuse. Et pendant son spectacle, elle nous a livré beaucoup de ses réflexions sur comment elle voyait le rôle d'artiste en ces temps de montée du fascisme et de désastre climatique. Elle l'a résumé en disant « Go into the darkness and make light ». Visitez les ténèbres et mettez-y de la lumière. Et elle l'a fait à travers plein de ses chansons sur des sujets comme l'avortement, le cancer ou encore la maternité. Et tous ces ordinateurs qui sont petit à petit en train de saturer notre monde sont sacrément flippants. Leur usage par les appétits capitalistes et les tentations autoritaires des gouvernements encore plus. L'informatique est là, et même si elle nous ouvre aussi des portes, elle grignote désespérément nos libertés. Alors face à ce tableau sombre, moi j'ai besoin d'espoir en fait. J'ai besoin qu'on me raconte des luttes qui pourraient remettre l'informatique à sa juste place. J'ai besoin qu'on me raconte comment on va bricoler les puces pour éviter d'en fabriquer de nouvelles. J'ai besoin qu'on me raconte comment on va s'organiser pour diminuer nos besoins en énergie. J'ai besoin qu'on me raconte comment on va reprendre le contrôle sur les machines. J'ai besoin qu'on me raconte la fin du capitalisme de surveillance et la fin du capitalisme tant qu'à faire. Et en disant ça, je m'adresse certes à toutes les autrices et les auteurs, et puis aussi à toutes celles et ceux qui fabriquent des imaginaires de plein de manières, mais pas seulement. Je pense que ça nous concerne bien, chacune et chacun d'entre nous, qu'on est toutes et tous légitimes pour imaginer des avenirs dignes d'être vécus. J'ai besoin qu'ensemble, on reprenne l'avenir au think tank de la Silicon Valley, qu'ensemble, on invente des futurs qui prennent soin des humains et du monde. J'ai besoin de futurs qui me donnent envie de continuer à vivre. Go into the darkness and make light. Merci.